Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire de présentation de l'appel à projet territorial du FACT en Occitanie, aux côtés de nos amis corses. Premier appel à projet territorial sur le thème des conditions de travail comme facteur d'attractivité et de prévention de la désinsertion professionnelle. Alors peut-être deux mots de présentation, puisque ce FACT, cet appel à projet est lancé par l'ARACT Occitanie, donc pour voilà, se présenter en deux mots, donc l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail. L'ARACT est une association paritaire. Nous avons le plaisir d'avoir à nos côtés le président du comité d'orientation, Stéphane Michin, de l'ARACT, qui est une association donc, gérée par les partenaires sociaux, qui fait partie du réseau ANACT, qui est constitué donc, des ARACT et de l'Agence public national pour l'amélioration des conditions de travail, donc un établissement public qui est géré par les partenaires sociaux sous la tutelle du ministère du Travail. Et donc l'ANACT a depuis 2008 en charge la gestion du fonds pour l'amélioration des conditions de travail. Et donc, cet appel à projet est lancé sous l'égide de la mission FACT. J'y reviendrai très rapidement. Donc, l'ARACT, c'est quoi? C'est un outil méthodologique à disposition des partenaires sociaux, des entreprises qui, sur le champ des conditions de travail, donc voilà, qui a la vocation d'intervenir dans les organisations, qu'elles soient privées et publiques, dans une logique d'expérimentation et de capitalisation, de transfert d'outils méthodologiques sur les différents sujets en lien avec les questions de conditions de travail, avec l'idée de se dire que les conditions de travail contribuent aussi à l'efficacité, à la performance des organisations. Donc voilà un peu les sujets, vous voyez sous les yeux nos différents champs d'intervention qui correspondent aussi à l'appui, à la mise en œuvre des différentes politiques publiques sur les champs des conditions de travail. Donc voilà pour vous dire qui vous parle aujourd'hui et qui lance cet appel à projet. Alors, pour commencer, on va vous présenter le programme de ce webinaire. Donc, à mes côtés, Patrick Conjard, qui est responsable de la mission FACT de l'ANACT, et à ses côtés, dans la salle, Alix Tarare, qui est notre correspondante de la mission FACT sur cet appel à projet territorial. Donc voilà, avec Patrick, on va vous présenter ce que c'est que le FACT, qui peut en bénéficier, comment proposer des projets qui peuvent être soutenus par le FACT, donc de façon générale l'organisation du FACT, mais également plus précisément la façon dont est organisé cet appel à projet territorial en Occitanie, avec justement les différents temps forts qui vous sont proposés pour vous aider à construire vos projets. Et puis, deuxième point important, c'est on va vous parler évidemment de la thématique qui a été choisie dans le cadre de cet appel à projet. Donc, c'est Philippe Contasso, mon collègue, qui est chargé de mission à l'ARACT Occitanie et qui va présenter voilà, le pourquoi de ce thème, quelle ambition il y a et quels acteurs, quels partenaires aussi il y a à nos côtés pour le lancement et la mise en œuvre de cet appel à projet territorial. On va aussi vous présenter des exemples de sujets qui peuvent être traités dans le cadre de cet appel à projet. Voilà, donc tous les trois, nous allons présenter ce webinaire. Donc, je vais te laisser la parole, Patrick, pour nous dire c'est quoi le FACT. Oui, merci Catherine. Bonjour à tous. Alors, quelques éléments peut-être de cadrage général sur ce dispositif d'aide publique que nous gérons par délégation du ministère du Travail. Alors, la région Occitanie voilà, est déjà très partie prenante, connaît bien ce dispositif et l'a notamment déjà pas mal sollicité dans le cadre… Vous m'entendez bien? Voilà, j'entendais un micro, pardon.
Vous le connaissez sans doute déjà pas mal. Alors, quelques points de repère néanmoins. Donc, cette aide publique, elle est là. Elle a vocation à soutenir des projets sur le champ de l'amélioration des conditions de travail qui sont portés ou qui visent des PME, hein, c'est-à-dire des structures de moins de 300 salariés, associations ou secteur privé. On a l'habitude, quels que soient les appels à projets, de dire la vocation du FAC, c'est pas simplement de financer des projets qui viseraient à se mettre en conformité hein, avec les obligations réglementaires en matière de sécurité et de santé au travail, mais c'est bien de soutenir des initiatives et des projets dits innovants, c'est-à-dire qui, dans la façon de traiter la problématique, dans la façon de répondre et de proposer des actions pour ces PME, amène un peu des choses différentes, inhabituelles et en tout cas, on y reviendra avec Catherine sur la question des critères, mobilise un certain nombre de principes qu'on a, nous, l'habitude de recommander dans nos actions. Alors, c'est un activateur aussi intéressant et important pour les dynamiques partenariales, territoriales et ou sectorielles. Hein. C'est aussi pour ça que d'ailleurs on a soutenu et on avance sur des logiques de déconcentration des appels à projets à travers des initiatives comme le FACT territorial en Occitanie. Et vous avez en région Occitanie une expérience assez intéressante avec notamment, Catherine y reviendra peut-être, un partenariat, une mobilisation des partenaires institutionnels, je pense à l'adresse en particulier, dans une logique un peu de suivi, de capitalisation à l'échelle de la région sur les projets qui concernent votre territoire. Et on voit bien que ça favorise justement la dynamique d'échange et la possibilité de soutenir des initiatives par ce biais-là. C'est aussi pour nous, au-delà de soutenir directement des initiatives, un levier intéressant pour capitaliser, pour tirer des enseignements à travers nos appels à projets. On soutient un collectif de 20 à 25 dossiers. C'est toujours en tout cas une maille qui nous permet de suivre, de capitaliser, de tirer des enseignements et ensuite de pouvoir valoriser, diffuser plus largement, puisque avec les enveloppes attribuées à nos appels à projets, on ne peut pas soutenir énormément d'actions, mais on a à partir de cette base-là la possibilité de faire un travail de capitalisation et de diffusion des enseignements de ces appels à projets. Donc le fonctionnement, c'est bien des appels à projets qui sont communiqués, lancés, qui s'inscrivent dans une programmation annuelle. On est pour les années 2022 et 2023 sur le schéma de 2 appels à projets thématiques par an. J'y reviendrai, je vous redonnerai 2-3 points sur ceux qui sont engagés au niveau national, hein, ces 2 appels à projets thématiques. D'un appel à projet sectoriel, ça c'est un élément un peu nouveau puisque jusqu'à présent, les appels à projets étaient réservés et concernaient tous les secteurs d'activité et on rentrait plutôt par des thématiques ou des problématiques. Là, on a décidé cette année un peu d'expérimenter dans le cadre d'un appel à projet national un fonds dédié à un secteur d'activité pour pouvoir peut-être avoir un effet levier un peu plus important. Et puis des appels à projets territoriaux. En dehors de celui qui nous concerne ici, on en a également un second qui est positionné sur l'année, sur la région Hauts-de-France et Normandie. Alors, à titre exceptionnel, en dehors de nos appels à projets, il faut le savoir, même si ça reste très modeste, on a 5 à 6 dossiers par an qui sont instruits hors procédure appel à projet parce qu'on est sur des initiatives qui ne sont ni dans le calendrier, ni dans les thématiques des appels à projets, mais des sujets néanmoins intéressants à soutenir. Vous avez là quelques données chiffrées. L'élément peut-être à retenir, on a une enveloppe de 4 millions d'euros par an, ce qui est assez intéressant et qui permet de soutenir entre 60 et 80 dossiers par an, en sachant que 2 tiers aujourd'hui de nos projets sont plutôt des actions collectives, hein, on y reviendra. De manière directe ou indirecte, on touche environ 250 TPE, PME par an à travers ces projets. Philippe, tu peux peut-être avancer à la slide suivante. Alors, quelques éléments sur les critères. Alors, il y en a un premier hein, que j'évoquais déjà en préambule, c'est bien l'idée de la cible. Hein. On s'adresse
Et ces projets ne concernent soit en portage direct, soit comme partie prenante d'une action collective, que des entreprises ou associations dont l'effectif est inférieur à 300 salariés. En ce qui concerne les porteurs de projets d'action collective ou d'action de branche, Catherine reprécisera un petit peu la distinction entre ces différents niveaux. C'est des actions qui sont plutôt portées par des acteurs relais territoriaux, par des structures qui sont légitimes pour fédérer autour d'elles des collectifs d'entreprises embarqués sur des sujets et des problématiques communes. Ça peut être des organisations professionnelles, ça peut être des représentants de chambres consulaires, des CCI ou chambres des métiers. On a également des services de santé au travail ou des préventeurs qui coordonnent et qui portent des actions collectives. Parmi nos bénéficiaires et porteurs d'actions collectives, on peut également avoir des OPCO ou des opérateurs de branches qui portent des projets pour et au nom de leur branche. Voilà. En revanche, toutes les structures publiques ne sont pas éligibles de manière directe ou indirecte au titre du FACT pour la bonne et simple raison qu'on a un dispositif équivalent qui existe du côté de la fonction publique, qu'elle soit territoriale, hospitalière ou d'État. Et vous avez là un lien pour éventuellement, si vous êtes concerné, aller chercher de l'information sur ce dispositif qui s'appelle le FIACT. C'est le petit i d'interministériel qui fait la petite distinction par rapport au FACT. Et puis le fonds FIRH que vous connaissez peut-être un petit peu mieux, qui est aussi destiné à du soutien et à de l'appui conseil dans les structures publiques. Voilà pour les caractéristiques. Les coopératives, oui, je réponds tout de suite à cette question de Sophie, sont éligibles et peuvent à ce titre porter un FACT. Les conventions, alors vous avez un petit encadré d'un point de vue contractuel, on est bien, on y reviendra, mais dans un conventionnement qui lie l'ANACT aux porteurs de projet. Ce sont des conventions de 2 ans avec donc qui précisent un peu le montant de la subvention octroyée, qui précisent également un certain nombre de choses, les objectifs, les livrables, les échéanciers. Et ce sont des conventions de 2 ans avec la possibilité d'avoir des projets qui durent moins de 2 ans et qui se terminent avant ces deux années. Et dans un certain nombre de cas de figure, la possibilité aussi, d'un point de vue administratif, de signer des avenants pour prolonger des projets qui iraient au-delà de ces 2 années. Voilà, Philippe, si tu veux avancer. Alors, juste un rapide coup d'œil sur la programmation annuelle pour vous signaler que nous avons 2 appels à projets nationaux thématiques. L'un qui est engagé et qui est sur le point de se clôturer avec une date limite de dépôt des dossiers qui est fixée au 20 mai. C'est un appel à projet sur le développement d'une culture de la prévention des risques professionnels du côté des TPE-PME. Donc là, on est plutôt sur un sujet prévention des risques, on est plutôt sur l'idée d'outiller, d'équiper, d'accompagner des petites structures dans une ambition qui consiste à ce qu'elles développent, à ce qu'elles s'approprient un certain nombre d'outils et à ce qu'elles intègrent de manière un peu durable des pratiques pour instruire, regarder et avancer sur la question des conditions de travail. Donc, il y a eu un webinaire, il y a encore si vous êtes éventuellement concerné, un peu de temps pour déposer des dossiers. Deuxième initiative nationale en termes d'appel à projet thématique, c'est un appel à projet sur transformation du travail et évolution du management, où là, on est plutôt dans un contexte qui nous invite à remettre un peu sur le devant de la scène de nos appels à projets le sujet du management et à le réinstruire au regard des transformations du travail, de l'émergence d'organisations hybrides et en tout cas des facteurs liés aux différentes transitions et évolutions qui traversent le travail, qui amènent
à repenser un petit peu les pratiques de management et à rénover un petit peu ces approches en matière managériale. Donc, on est là dans un appel à projet pour accompagner, analyser ces transformations et accompagner des projets de changement sur ce registre-là. Le lancement officiel va être fait fin mai avec en particulier un webinaire de lancement le 1er juin et un dépôt possible des dossiers sur cet appel à projet jusqu'au 21 septembre. Troisième initiative qui correspond pour nous à une nouveauté aussi, au même titre que les appels à projets territoriaux, hein, c'est les appels à projets dédiés à un secteur. Pour cette année 2022, on a choisi de le dédier à la filière logistique avec là l'idée d'accompagner des démarches de prévention, d'amélioration des conditions de travail au niveau du secteur d'activité transport logistique. Il y a eu préalablement, et on est en train de le finaliser, un travail de cadrage avec les organisations professionnelles et les acteurs de la filière logistique, avec l'idée de soutenir là aussi des projets un peu ambitieux qui vont au-delà je dirais, d'une approche curative et puis d'une mise en conformité avec les obligations réglementaires, mais qui s'inscrivent bien dans des logiques de prévention dites primaires. Le lancement est prévu pour mi-juin avec un webinaire que vous voyez qui est programmé, qui est d'ores et déjà programmé le 9 juin. Sur les deux appels à projets territoriaux, ben voilà, on va causer d'un des deux, en particulier celui qui concerne votre région. Et je terminerai là-dessus. On est vraiment en soutien et en appui, nous, par rapport à ces initiatives d'appel à projets déconcentrés. Ce levier complémentaire que représentent ces initiatives répond aussi à des attentes de nos ARACT et correspond aussi au fait que l'on bénéficie pour les années 2022 et 2023 d'une enveloppe supplémentaire de la part du ministère du Travail qui nous permet donc d'expérimenter, d'engager des choses au plus près des territoires et notamment pour activer, alimenter et venir en complément des programmes régionaux et des initiatives régionales. Et c'est bien dans cet esprit-là qu'a été élaboré et construit cet appel à projet et qu'on a décidé de soutenir nos collègues de l'Occitanie par rapport à cette initiative. Voilà, Catherine. Un grand merci, Patrick. Du coup, alors, on va justement plonger sur le thème qui a été choisi au niveau de l'Occitanie. Donc, Philippe, à toi la parole. Alors, si vous avez lu déjà la note de l'appel à projet, c'est bien les conditions de travail comme facteur d'attractivité et de prévention de la désinsertion professionnelle. Donc, l'idée au travers de mon propos, c'est un peu de dire pourquoi ce sujet et un peu de commencer à cerner les thématiques, hein, l'approche, les types d'approches qui pourraient être retenus dans le cadre de l'appel à projet. Alors pourquoi ce thème? Déjà, c'est l'actualité. Hein, c'est exprimé de manière différente et je crois que les mots ont leur importance. Hein. On parle souvent dans l'actualité de métiers en tension, de gens qui ne trouvent pas preneurs. Il y a les questions de fidélisation aussi dans certains secteurs d'activité, difficultés de recrutement ou attractivité. Alors, on met tout ça dans un package, mais nous, on va cibler plus particulièrement sur l'attractivité. Donc, c'est un sujet récurrent. Vous aurez accessible sur le site de l'ARACT Occitanie un article qu'avait écrit Stéphane Michin, qui est ici, où il disait au début du siècle précédent, on parlait déjà de problèmes de recrutement et de métiers en tension. Un sujet d'actualité. Alors, l'actualité, vous en avez entendu parler, vous êtes peut-être concerné. Et quand on regarde dans la presse, mais aussi dans des éléments de travaux de recherche contemporains, on voit qu'il y a des écrits. Hein. Il y a un rapport du CESE, il date de janvier 2022, c'est-à-dire d'hier. Hein. Il y a le CARIFOREF qui aborde ça sous l'angle des métiers en tension, qui a fait un opus en 2021. Et encore sur la question des difficultés des métiers en tension, vous avez Santé Travail, qui est un magazine, hein,
qui a sorti un article spécifique sur des métiers en tension car trop pénibles au mois de janvier dernier. Donc, et ce n'est qu'une partie de la littérature qu'il y a actuellement sur le sujet. C'est un sujet qui mobilise fortement les pouvoirs publics, les acteurs de l'emploi, les branches et les secteurs qui sont forcément concernés. Et pour nous, c'est un sujet qui est rarement, alors ça va être la suite de mon propos, qui est rarement abordé sous l'angle des conditions de travail, et c'est ce qui va nous intéresser plus particulièrement. Alors, quand on dit un sujet qui est porté par les pouvoirs publics, spécifiquement en Occitanie. En Occitanie, vous avez deux dispositifs. Un dispositif de l'adresse qui s'appelle le plan de lutte contre les tensions de recrutement, qui se traduit par des actions territoriales au niveau des préfectures et autres pour engager des actions et chercher des modalités de réponse aux entreprises qui sont concernées par ces difficultés. Et la région a sorti il y a quelques semaines un dispositif qui s'appelle le Pacte pour l'embauche, qui comprend un ensemble de mesures destinées à soutenir des initiatives de l'innovation pour aider les entreprises, en s'adossant sur des partenaires, pour aider les entreprises qui rencontrent ces difficultés. Vous pouvez trouver ces éléments-là sur la lettre de l'adresse ou sur le site de la région si vous tapez Pacte pour l'embauche. Et puis, c'est un sujet qui est porté par les partenaires sociaux, notamment dans le cadre du plan régional santé-travail. Il y a un groupe qui s'appelle Attractivité des métiers et des conditions de travail, qui est co-animé par le MEDEF et la CFDT, qui vise justement à mettre la lumière sur la dimension conditions de travail dans les problèmes d'attractivité, et un groupe qui s'occupe de prévention de la désinsertion professionnelle. Disons que la désinsertion professionnelle, c'est vu, une fois qu'on est dans l'entreprise, on n'y reste pas. Et la désinsertion professionnelle, c'est quand on n'y reste pas pour des questions de santé, avec les problématiques d'inaptitude ou les problèmes de soutenabilité du travail. Donc, un sujet d'actualité. Alors après, c'est de quoi on parle quand on parle de métiers en tension, attractivité. Alors, il y a eu un rapport de la DARES qui date de 2021 qui dit, ben voilà, vous avez à peu près 6 grands critères qui permettent d'identifier l'origine des difficultés de recrutement. Alors, vous avez des critères qui sont liés à la demande d'emploi, c'est le manque de candidats, le manque de main-d'œuvre disponible, ou des fois il y a de la main-d'œuvre disponible, mais qui a du mal à s'engager dans le travail. Vous pouvez avoir l'intensité d'embauche aussi qui relève de ce problème. Vous pouvez avoir des choses qui sont liées à des éléments environnementaux. On va trouver les questions de territoire. Il y a des contraintes géographiques. Et puis, vous avez des choses qui sont liées à la nature de l'offre. Et sur la nature de l'offre, vous avez bien sûr la nature du contrat qui est proposé, sa durabilité, la durée du contrat, et puis le fait que les métiers renvoient des fois à des conditions de travail contraignantes. Donc, à partir de ces six indicateurs, vous aurez le support. Je ne sais pas si on l'a dit, on vous mettra à disposition le support. À partir de ces 6 indicateurs, il y a Pôle emploi qui a un peu évolué dans sa manière d'aborder les métiers en tension, c'est-à-dire que dans un premier temps, c'était juste une logique arithmétique entre l'offre et la demande de travail, globalement. Quand il y avait un déséquilibre, on parlait de métiers en tension. Et aujourd'hui, Pôle emploi, alors à partir des travaux conduits avec la DARES, a construit un indicateur composite de tension qui prend en compte les questions géographiques, les questions de durabilité de l'emploi et les questions de conditions de travail contraignantes. C'est-à-dire qu'il y a cet indicateur composite assemble ces différentes données et permet d'analyser les tensions, les niveaux de tension sur les territoires. Et on voit que pour la région Occitanie, on a quelques zones un peu en vert, où il y a des faibles tensions. Et on a quelques territoires, alors je ne sais pas si on s'y attend d'emblée comme ça, comme le Figeacois ou le bassin de Millau, où les tensions sont jugées très fortes. Voilà, ça permet de se dire que les questions d'attractivité, de tension sur le marché du travail, elles relèvent aussi de dimensions territoriales. Et à partir de cet indicateur de tension, ce que nous propose Pôle emploi, c'est de dire finalement, c'est quoi les secteurs où la tension, quand on le regarde du côté des conditions de travail, il y a des secteurs qui sont plus concernés que les autres, et c'est lesquels? Et ceux qui sont mis en avant, alors je ne pense pas qu'il y ait de surprise, c'est bien sûr tous les métiers de la santé qui arrivent en tête de liste.
Vous avez ensuite tous les métiers de l'hôtellerie-restauration et du tourisme, les métiers de l'agriculture, le transport et la logistique, qui était évoqué par Patrick précédemment, le BTP, construction, bâtiments, travaux publics, et l'industrie qui se situe également à la frontière de la moyenne régionale. Et vous voyez, vous avez, ça concerne quand même des secteurs qui ont une importance considérable pour la région Occitanie. Hein, quand on parle santé, tourisme, agriculture, même le transport et la logistique, enfin, c'est des secteurs qui ont une importance considérable. Et dans le cadre des travaux qui ont été faits par le groupe de travail que j'évoquais en introduction, hein, du plan régional santé-travail, ce qu'a mis en avant ce groupe, c'est que quand on regarde ces secteurs, ben, c'est les secteurs où on va rencontrer la plus forte sinistralité. Alors, ce qu'on entend par sinistralité, c'est les questions d'absentéisme, de maladies professionnelles, d'accidents du travail, de métiers jugés en tension à partir de différentes enquêtes. Donc, on est sur des secteurs qui peuvent rencontrer des tensions entre offre et demande de travail, mais qui aussi ont des vraies questions de conditions de travail et de soutenabilité du travail. Et donc, d'où l'intérêt, dans le cadre de cet appel à projet, d'associer la question de l'attractivité et la question de la prévention de la désinsertion professionnelle, qui a été un point clé, enfin, qui nous semble devoir se combiner dans l'appel à projet, dans les projets qui pourraient être déposés. Alors, la question de la prévention de la désinsertion professionnelle, en dire aussi deux mots, c'est que récemment, il y a eu une réforme de la santé au travail, hein, une loi du mois d'août dernier, et des décrets d'application qui sont aussi très contemporains, hein, ils commencent à s'appliquer depuis le mois de mars. Et dans cette réforme de la santé au travail, hein, qui vise pour une prévention renforcée avec des acteurs renouvelés et qui vise à mieux agir sur les conditions de travail, il y a deux sujets prioritaires hein, qui ressortent de cet accord. C'est d'une part la QVCT. Alors certains s'étaient habitués au vocable qualité de vie au travail, la QVT, et les partenaires sociaux, et maintenant la réglementation, a repris le terme de qualité de vie et des conditions de travail, avec l'idée de bien mettre l'accent, quand on parle de qualité de vie, sur les dimensions du travail véritablement. Et ce que nous dit cet accord et ce à quoi invite la réglementation autour de la QVCT et de la prévention de la désinsertion professionnelle, c'est de dépasser l'approche individuelle, c'est-à-dire se dire, ben, tiens, on a un cas, c'est unique, mais bien de travailler véritablement sur les situations de travail pour les rendre moins excluantes et rendre le travail plus soutenable pour qu'il soit plus attractif en agissant, bien sûr, sur les conditions de travail, avec l'idée que agir sur les conditions de travail, alors c'est dans nos principes, hein, c'est d'action au niveau du réseau ANACTARA, ben, généralement, c'est prometteur et facteur de performance pour l'entreprise et facteur de santé et d'engagement du côté des salariés. Alors, par rapport à l'attractivité, vous voyez, on est de métier en tension, on glisse à attractivité. Globalement, quels sont les registres d'action qu'on peut identifier? Et à partir de différents travaux conduits dans le réseau, on se dit globalement, il y a trois blocs sur lesquels on peut agir et qui sont en interrelation, hein, ces trois blocs. Il y a bien sûr quelque chose qui est de l'ordre de l'image des métiers. C'est souvent au niveau des branches. Et je sais qu'autour de la table, il y a plusieurs branches qui ont des actions pour sensibiliser à l'intérêt, à leur métier, pour casser les stéréotypes métiers qu'on rencontre dans leur secteur professionnel. Et c'est quelque chose qui est tout à fait important. Vous avez ensuite, on l'a vu avec des différences territoriales, il y a des choses qui peuvent se jouer aussi sur l'attractivité des entreprises et l'attractivité des territoires. C'est comment on peut agir au niveau territorial, collectivement, pour créer plus d'appétence, hein, donner envie de venir à certaines compétences, à certaines qualifications. Et puis, il y a un troisième levier qui est le levier de l'entreprise. Où l'idée, c'est d'agir sur la qualité de vie et des conditions de travail. Alors, c'est un sujet qui, pareil, prend une place de plus en plus importante. Hein. Alors, il s'exprime de manière différente. Hein. Des fois, il y a des gens qui vont parler de l'employeurabilité pour faire le pendant de l'employabilité hein, du côté des salariés, mais dire, voilà, je suis un employeur où on peut avoir envie de venir. Et quelque chose qui est un peu un courant fort, hein, une lame de fond autour des questions de marque employeur, hein, qui globalement vise
invite les entreprises à avoir une promesse employeur et à essayer d'être alignées ensuite dans leur organisation, dans leurs principes managériaux, sur la promesse qu'ils affichent auprès des demandeurs d'emploi. Donc, il y a ces 3 registres d'action, alors avec des terminologies un peu différentes, hein, QVCT, employeur habilité ou marque employeur. Et dans le cadre dans le cadre de l'appel à projet du FACT, l'idée, c'est de mettre l'accent de manière plus importante sur certaines dimensions. Je vais passer sur la question de l'image des métiers. On sait que c'est essentiel de travailler sur les stéréotypes. On sait que les revalorisations salariales dans certains métiers, ça fait l'objet de négociations. On sait que c'est des points clés. Hein. Mais dans le cadre de l'appel à projet, qui met quand même les conditions de travail comme facteur d'attractivité, on va plutôt mettre l'accent sur les 2 autres dimensions de l'attractivité, c'est-à-dire bien sûr ce qui peut se jouer en premier lieu au niveau de l'entreprise. L'idée de mettre en avant la question le mot attractivité, c'est véritablement d'inviter les entreprises à se dire qu'elles ont des marges de manœuvre, des leviers sur lesquels elles peuvent agir pour renforcer leur attractivité. Et dans ce registre, alors le champ est large, hein, on a bien sûr tout ce qui est processus d'intégration, les parcours, les logiques de reconnaissance, l'organisation du travail, le management. Et on a souligné quelques points sur ce registre qui nous semblent importants à regarder. Hein. C'est la question, bien sûr, de l'égalité et de la mixité des emplois. C'est-à-dire que l'absence de mixité peut être un grand révélateur de disparité dans les conditions de travail ou de difficultés dans les conditions de travail. La question de la gestion des âges. La gestion des âges ou la difficulté à vieillir dans certaines professions peut être un révélateur des problèmes de soutenabilité du travail et un facteur de désinsertion professionnelle. Hein, vous voyez, donc on met l'accent un peu sur ces dimensions. On peut mettre aussi l'accent sur d'autres dimensions, les dimensions territoriales qui peuvent être intéressantes pour les dynamiques partenariales. Hein, c'est quand des entreprises souhaitent travailler ensemble. On va parler de mutualisation des emplois, de groupement d'employeurs. Je fais volontiers un clin d'œil à l'agriculture qui a organisé des services de remplacement pour accompagner les entreprises agricoles ou tout ce qui peut être à l'origine ou soutenir des dynamiques territoriales, hein, des projets territoriaux et qui conviennent de combiner avec la réalité des entreprises. Donc vous voyez, sur l'attractivité, l'idée ça touche des secteurs particuliers et l'invitation dans le cadre de cet appel à projet, c'est véritablement de se dire, c'est d'inviter les entreprises, alors via des secteurs professionnels, via des intervenants, d'inviter les entreprises à se dire, je peux agir à mon niveau. Et j'ai des leviers potentiels, j'ai des sources d'innovation, je peux innover hein, à mon échelle pour renforcer mon attractivité et prévenir la désinsertion professionnelle. Alors après, les questions, alors là, on n'a fait que reprendre les questions de l'appel à projet. Hein. Bien sûr, la question clé, c'est mobiliser des entreprises, puisque le FACT vise à soutenir des innovations conduites en entreprise, hein, même quand on est dans des projets d'entreprise ou des projets de branche. On est sur la question du dialogue social aussi. C'est que travailler là-dessus, alors ça, dans la présentation, Catherine a dit que c'était aussi dans notre ADN, hein, des structures paritaires. Et on est convaincu que le dialogue social est une condition de l'efficacité des actions qui peuvent être conduites sur ce registre. Et puis l'idée, c'est, il y a des leviers habituels, travailler sur les processus de recrutement, c'est des choses que les structures d'aide au recrutement font régulièrement, mais il y a des choses, l'idée, c'est de combiner ça avec des choses peut-être un peu plus innovantes. L'idée, c'est bien sûr de prendre aussi, de voir si on ne peut pas avoir un zoom sur les questions de mixité dans les emplois, de se dire, bien, tiens, s'il y a moins de femmes à un endroit, ou s'il y a trop de femmes à un endroit, ou s'il y a trop d'hommes, qu'est-ce que ça veut dire sur les conditions de travail et comment ça peut inviter à travailler sur ces dimensions-là. Voilà, et comment on travaille à la fois sur l'insertion, mais sur l'insertion durable et éviter que les gens quittent l'emploi.
C'est OK, Catherine, tu vois quelque chose ou Patrick, des choses à... Oui, alors peut-être, alors, du coup, l'ambition que nous avons aussi dans cet appel à projet, c'est de pouvoir aussi embarquer des acteurs qui ne sont pas forcément, dont le cœur de métier n'est pas forcément l'amélioration des conditions de travail. Et donc, du coup, qui permettrait justement d'avoir des approches un petit peu plus innovantes en matière d'attractivité pour y intégrer ces sujets-là, puisque, comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est aussi il y a des marges de manœuvre pour travailler sur l'attractivité que d'aller sur l'amélioration des conditions de travail. Oui, moi, ce que je rajouterais peut-être volontiers, c'est de dire qu'on avait eu, dans le cadre d'un appel à projet national précédent en 2019, déjà des choses ciblées autour de cette problématique, hein, qui est effectivement récurrente et qui est remise un peu en perspective, notamment dans le contexte et la période actuelle. Et que voilà, je voudrais juste partager un peu ce que disait Philippe sur le fait que ce premier lot de projets qu'on a soutenu dans l'appel à projet national, beaucoup étaient quand même sur le registre effectivement plutôt du levier de l'emploi. Hein, des questions relatives à la valorisation, à redorer un peu l'image d'un métier. Comme le disait Philippe, il y a eu des choses intéressantes qu'on a soutenues, y compris dans ce cadre-là. Mais il y a bien la volonté, dans cet appel à projet territorial, comme on l'avait déjà dans l'appel à projet national précédent, d'essayer de donner un peu la primauté à des initiatives qui cherchent à agir sur les questions du travail, de l'organisation et à penser un peu durablement et de manière un peu globale les questions d'attractivité, qui vont aussi de pair avec les questions de fidélisation, de maintien dans l'emploi des salariés, et que ce n'est pas quelque chose qui est effectivement forcément facile à appréhender, quel que soit le niveau d'entrée, hein, entreprise, branche et peut-être encore moins territoire, hein, si je me réfère au projet qu'on avait à l'époque. Et que là, il y a bien l'opportunité d'instruire, comme le rappelaient les collègues, cette question-là sous cet angle particulier, de faire du travail, de son contenu, de son organisation et des conditions de travail en général, un vrai levier pour faciliter l'attractivité et le maintien en emploi, quoi. Voilà, donc on a un peu de recul et y compris l'initiative que vous engagez là va venir abonder, compléter un peu de travaux de capitalisation issus de précédents appels à projets qui ont croisé cette thématique-là, que ce soit avec l'entrée prévention ou l'entrée attractivité, quoi. Catherine, peut-être compléter, on prend le fil là. Alors, voilà, on vous l'a indiqué également dans la note de cadrage de l'appel à projet. Donc, il y a plusieurs types de projets qui sont susceptibles d'être retenus, soutenus. Donc, des démarches d'accompagnement, donc d'intervention un peu innovante sur le champ de l'attractivité. Donc, que ce soit de l'accompagnement individuel d'entreprise ou de l'accompagnement plus collectif, avec qui combinent des temps d'échange entre entreprises et puis des temps d'accompagnement individuel, mais j'y reviendrai tout à l'heure. Et ça peut être aussi des projets qui permettent de développer des outils, de développer de la méthode sur justement le sujet proposé par des acteurs relais, donc que ce soit au niveau territoire, que ce soit au niveau sectoriel, pour à la fois mieux comprendre les liens qu'il peut y avoir sur ce sujet-là, et puis aussi des projets qui permettent aussi de la construction de méthodes et d'outils. Donc,
on peut, voilà, que ce soit au niveau territorial ou que ce soit au niveau branche, que ce soit au niveau des secteurs professionnels. Alors, parmi ceux qui ont été indiqués par Philippe tout à l'heure et ciblés par le groupe de travail qui travaille sur l'attractivité du plan régional santé-travail. Donc, voilà, l'idée, c'est de pouvoir à la fois aussi outiller, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, il y a l'enjeu de pouvoir outiller les acteurs du dialogue social sur les sur les projets qui peuvent être proposés. Et on le verra tout à l'heure, la question du paritarisme, en tout cas des démarches paritaires, c'est une condition d'éligibilité. Alors, je ne sais pas si Stéphane, tu voudrais éventuellement rajouter quelque chose sur les enjeux qui ont été évoqués dans la présentation de cet appel à projet. Est-ce que… Non, ça me paraissait très clair. Peut-être juste un point, dire que comme effectivement on cible plutôt des entreprises de taille relativement limitée, bien entendu que notre entrée principale, ce sont les conditions de travail, mais on intègre la globalité de l'entreprise. Et donc, le fait que différents éléments vont probablement être pris en compte dans les différents projets qui nous intéressent. Alors, ça peut être la question salariale, ça peut être la question des parcours professionnels qui nous paraît importante. Voilà, donc effectivement, notre entrée est sur conditions de travail, mais il ne faudrait pas que ça refroidisse un certain nombre de personnes intéressées. On sera aussi attentif au fait que l'entreprise de taille limitée est par nature une entreprise où les questions se posent de manière globale et non pas de manière totalement cloisonnée. Voilà, c'est la seule remarque que je voulais faire. Merci. Merci Stéphane. Alors du coup, vous avez sous les yeux des exemples de projets qui peuvent être soutenus par rapport, je souhaite être accompagnée en tant qu'entreprise de moins de 300 salariés par un consultant pour réfléchir à une démarche de prévention de la désinsertion professionnelle, plutôt anticipatrice des problématiques d'usure professionnelle, qui a un impact justement sur la question de l'engagement, de la fidélisation, des recrutements. Je suis un réseau d'entreprises, un acteur relais et je souhaite fédérer plusieurs TPE, PME autour d'un même objet pour pouvoir progresser collectivement sur le champ de l'attractivité. Du côté des organisations syndicales de salariés et d'employeurs qui souhaitent sensibiliser ou développer des outils pour accompagner ces adhérents, ces mandants pour traiter du sujet dans le cadre, par exemple, de l'outillage des comités socio-économiques ou dans le cadre de négociations sur le sujet. Ça peut être aussi le développement d'une offre de service pour des acteurs d'un territoire ou pour justement développer le lien ou étoffer son offre de service sur le sujet de l'attractivité, mais versus conditions de travail. Et puis, ça peut être également un OPCO, comme l'évoquait tout à l'heure Patrick, ou une branche professionnelle, voire une mutuelle ou un opérateur de la prévention des risques professionnels qui souhaite mieux comprendre, mieux appréhender, développer des actions autour de ce sujet-là. Voilà, c'est un certain nombre d'exemples, on pourrait en mettre d'autres, mais vous voyez, c'est quand même une approche, comme l'évoquait Stéphane à l'instant, qui est relativement globale du sujet. Alors, ce qu'on vous propose maintenant, c'est peut-être de revenir plus précisément sur le type de projet qui peuvent être et la façon de déposer des projets et la façon dont on a organisé cet appel à projet en Occitanie. Donc, ça a été évoqué tout à l'heure par Patrick Conjar. Donc, vous avez en effet 3 types de demandes, 3 types d'actions avec des modalités de financement adaptées. Alors, ce qu'on appelle les FACT individuels, c'est une entreprise qui souhaite être accompagnée par un consultant donc pour justement progresser sur le sujet et donc avec une approche innovante aussi du sujet. Donc ça peut être un accompagnement qui peut aller de 12 à 14 jours
avec une action de capitalisation, on va dire, de retour d'expérience un petit peu plus étoffée pour le maximum de jours. Ça peut être aussi la deuxième modalité, une action collective, où là, on a un groupe d'entreprises qui souhaitent être accompagnées avec un porteur de projet qui va fédérer cette action collective. Et donc là, ça peut être un groupe de 3 à 10 entreprises avec du temps d'accompagnement par structure et du temps de coordination, d'appui pour le porteur de projet. Et puis la troisième modalité, c'est ce qu'on appelle le FACT branche ou territorial, où là, les modalités sont un petit peu plus ouvertes, on va dire. Là, on peut avoir des dossiers de nature assez différente qui peut être de l'ordre de un travail d'étude, de veille, y compris sur le terrain, dans les entreprises, un travail de construction d'outillage, de construction d'ingénierie de formation, de construction d'actions de transfert également, qui peuvent être financés en sachant qu'on est dans une règle de financement public, donc avec un cofinancement donc qui est demandé, voilà, en sachant que le FACT peut intervenir que 80%, qu'à hauteur de 80% maximum du projet. Donc, voilà un petit peu les 3 types de projets qui peuvent être déposés avec des formulaires en ligne. Vous avez tout ça sur le site de la RACT qui sont dédiés à chacune des trois actions. Sur les critères d'éligibilité, alors il y a des critères d'éligibilité qui sont propres au FACT. Alors, Patrick l'a évoqué en introduction. Bien évidemment, il y a le statut, il y a eu quelques questions dans le chat à ce propos. On est dans la sphère de privé et non public. On parle de l'amélioration des conditions de travail des salariés. Donc, ça vise, ce sont des structures qui ont des salariés. Il y a des mots-clés par rapport aux critères d'éligibilité. L'innovation, on est bien sûr de soutenir des projets, on va dire, innovants, mais innovants dans le sens la mobilisation d'acteurs. L'innovation, elle peut se retrouver dans le processus du projet, dans aussi les livrables qui sont prévus, dans l'ambition, on va dire, du projet. Autre mot-clé, c'est la capitalisation, c'est de se dire que, par exemple, pour l'action collective, c'est la capacité aussi du porteur de projet de pouvoir tirer des enseignements au-delà du périmètre des entreprises, par exemple, qui ont été accompagnées. Donc, les étapes de capitalisation et de transfert sont importantes dans un projet FACT. Et donc, du coup, ça renvoie aussi à la potentialité des impacts du projet par rapport à la phase de transfert, de diffusion des productions qui ont été réalisées. Un autre mot-clé, c'est le paritarisme, c'est-à-dire que tout projet, que ce soit dans les entreprises, au niveau des actions collectives ou au niveau des actions territoriales, c'est l'idée d'avoir un comité de pilotage qui soit paritaire, puisque on est sur un sujet du dialogue social, et donc c'est aussi la capacité du porteur de projet à animer ce comité de pilotage pour mettre en débat les différentes actions qui sont produites dans le cadre du projet. Voilà. Et ensuite, il y a aussi des critères qui sont spécifiques par appel à projet. Et c'est vrai que d'où la note de cadrage qui est une feuille de route importante sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Autre critère spécifique, c'est aussi la qualité des partenariats, bien évidemment au niveau du comité de pilotage, au niveau des acteurs ressources qui peuvent être mobilisés, mais aussi au niveau des cofinancements du projet. Les branches et les secteurs d'activité qui peuvent être concernés. Alors, c'est vrai qu'on a ciblé, et Philippe l'a évoqué tout à l'heure, un certain nombre de secteurs qui sont concernés par ces problématiques d'attractivité en région Occitanie, mais ça n'est pas bien évidemment exhaustif. Et c'est vrai que des secteurs qui ont été peu concernés par des soutiens du FACT peuvent être aussi considérés comme des projets intéressants pour la commission de sélection qui sélectionnera les projets.
Si tu veux passer à la diapositive suivante, alors Oui, voilà. peut-être juste Catherine, peut-être en lien avec ce qui a été évoqué tout à l'heure, c'est vrai que c'est important de partager avec vous quand même ces critères parce que c'est aussi sur la base de ces critères que la commission statue sur le fait que votre projet peut bénéficier d'un financement du FACT ou est amené peut-être à aller solliciter d'autres sources de financement en région. Donc, c'est intéressant de vous référer quand même, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, à la note de cadrage, au regard des attendus qui sont précisés, de ce qui peut faire la différence entre deux initiatives. Après, comme ça a été évoqué tout à l'heure, il ne faut pas non plus voir ça comme quelque chose d'insurmontable, mais quand même comme quelque chose qui vous invite peut-être à instruire et à regarder la problématique sous un angle un petit peu différent. Mais vous allez pouvoir être accompagné et soutenu aussi pour faire maturer ces initiatives. Et je te redonne la parole, Catherine. Merci Patrick. Alors c'est vrai que dans le processus de l'appel à projet territorial, on va avoir un temps fort pour aider les porteurs de projets à progresser sur leur intention de projet. Et c'est donc l'incubateur de projet qui est prévu donc le 23 juin prochain, qui va être vraiment une journée dédiée aux porteurs de projets, aux intervenants qui auront d'ores et déjà été identifiés par les porteurs de projets pour pouvoir progresser et faire un pas supplémentaire dans la formalisation de leur démarche, pouvoir aussi échanger entre porteurs de projets qui sont déjà intéressés pour pouvoir réfléchir à un projet dans le cadre de cet appel à projet. Donc, c'est aussi favoriser les échanges qui se poursuivront dans le cadre tout au long de l'appel à projet hein, qui va durer 2 ans. Identifier aussi, et ça c'est un point important que tu viens d'évoquer Patrick, c'est aussi les différents dispositifs qui peuvent être mobilisables en financement ou en cofinancement, hein, puisqu'on peut peut-être aussi s'apercevoir que certaines intentions de projet rentrent plus dans les clous d'un financement qui n'est pas forcément le FACT, ou alors de cofinancement entre les différents partenaires financeurs qui vont être mobilisés et présents dans cet incubateur. Donc, il y a vraiment aussi pour nous un enjeu de faire le lien entre les porteurs, les intervenants qui auront été déjà identifiés par les porteurs, et puis les partenaires, notamment les partenaires financiers, que sont la DRETS Occitanie, la région Occitanie et l'ARS Occitanie, hein, pour le secteur de la santé. Et donc, du coup, voilà, l'idée, c'est une journée vraiment pour favoriser la progression sur les différents projets. Et l'idée, au démarrage, c'est d'avoir une intention de projet. Et donc, vous avez un lien qui vous est donné ici dans cette slide, mais on vous le redonnera. Tout ça est sur le Je l'ai site. mis dans la discussion. J'ai mis le Voilà. lien dans la discussion. Merci beaucoup Philippe. Et donc du coup, l'idée, c'est de s'inscrire et puis ensuite, on reviendra vers vous avant l'incubateur pour justement avoir voilà, une idée un petit peu plus précise de votre intention de projet. Et donc, c'est de pouvoir faire vraiment un pas supplémentaire vers la formalisation de votre projet. Donc, c'est une journée qui aura lieu le 23 juin à Carcassonne et qui va être animée par l'ARACT Occitanie et la mission FACT de l'ANACT, Alix Tarare, qui est parmi nous aujourd'hui. Donc voilà, ça va être une journée importante dans le processus de l'appel à projet territorial. Et alors, sauf si tu as quelque chose à… Ouais, non, c'était juste pour insister sur cette particularité-là quand même par rapport à l'expérimentation d'appels à projets territoriaux. Ben, vous l'avez compris, il y a une première particularité qui est on s'adresse à des projets d'un territoire déterminé. La deuxième particularité, les collègues en ont bien parlé aussi, c'est la mobilisation un peu de partenaires et d'acteurs de l'écosystème régional et en particulier le fait de mobiliser d'autres acteurs institutionnels et de mettre en perspective d'autres programmes ou sources de financement potentiels. Et la troisième particularité, c'est celle-ci, c'est de mobiliser des moyens un peu plus conséquents qu'on ne peut pas nécessairement nous mobiliser sur les appels à projets nationaux
pour sécuriser le dépôt des demandes et être dans une logique d'appui-conseil qui soit dans une dynamique un peu collective à travers la mise en place de ces incubateurs. Donc, c'est aussi pour nous un retour d'expérience intéressant parce qu'évidemment, on va essayer de reproduire ce type d'initiative pour faciliter l'émergence de projets de qualité et accompagner les porteurs qui sont souvent parfois un peu seuls pour monter leur dossier. Donc là, c'est vraiment un dispositif sur lequel il faut vous appuyer si demain vous envisagez de candidater à l'appel à projet. Une petite précision, merci Laetitia pour ta vigilance. C'est bien le jeudi 23 juin et non le mardi 23 juin, donc de 9h30 à 16h30. Merci pour la modification, Philippe. Donc voilà, un temps fort du processus de l'appel à projet. Alors, dernière diapositive de cette présentation, voilà, pour vous dire un peu dans quel processus on s'inscrit. J'évoquais tout à l'heure 2 ans pour les projets. Alors, déjà pour vous dire que voilà, on a ce temps fort du 23 juin qui est le jour de l'incubateur et qui permet d'avoir ensuite un temps derrière jusqu'à la date limite de dépôt des dossiers en ligne, donc qui est le 23 septembre. Et puis, il y aura un comité de sélection qui se réunira le 6 octobre et vous aurez une réponse relativement rapidement ensuite sur la décision du comité de sélection. Alors, vous avez un petit encart sur la gauche qui vous dit que ce comité de sélection est constitué de la mission FACT de l'ANACT, de la DRETS, la région et la RS Occitanie. Stéphane Michin a accepté de faire partie, en tant que président du comité d'orientation de l'ARACT, du comité de sélection, donc à nos côtés. L'ARACT Occitanie. Et donc, voilà, en sortie de comité de sélection, donc soit c'est un avis défavorable et tu pourras le redire, Patrick, mais il n'y a pas de recours par rapport à un avis défavorable du comité de sélection, ou un avis favorable. Et là, donc sur toute une partie de l'enveloppe qui est demandée auprès du FACT. Et là, donc vous avez, pour ceux qui ont un avis favorable, une convention qui sera signée entre le porteur de projet et l'ANACT qui assure toute la partie administrative et gestionnaire de l'appel à projet. Donc une convention qui sera signée sur 2 ans. Et au cours de ces 2 ans, on ne vous laissera pas tout seul. L'idée, dans le principe un peu la continuité de la dynamique de l'incubateur, on animera un peu l'appel à projet pour avoir des rencontres, des outils en commun au niveau des porteurs de projets. L'enjeu est bien évidemment de pouvoir faciliter tout le travail de capitalisation en bout de projet et alimenter bien évidemment le FACT au niveau national. Voilà. Et pour suivre l'ensemble de ces travaux, nous avons un comité de pilotage paritaire en région qui suit cet appel à projet territorial et qui en fait est hébergé par le groupe de travail dont parlait tout à l'heure Philippe, donc qui planche sur l'attractivité et les conditions de travail le groupe du plan régional santé-travail. Et donc, entre deux, vous avez bien évidemment l'appui de l'ARACT pour vous aider pour répondre à vos questions et bien, en lien avec la mission FACT sur toutes les questions que vous pourrez vous poser. Ouais. Des précisions, Philippe ? Oui, peut-être dire que voilà, c'est un sujet d'actualité, qu'il peut y avoir des projets qui sont à la marge du FACT, mais qui peuvent bénéficier d'autres dispositifs. Moi, je pense que c'est important. On est sur un sujet, sur une ligne qui peut intéresser d'autres acteurs. Il y a plusieurs dispositifs et le fait qu'ils soient avec nous et à l'incubateur et d'ores et déjà, puisqu'ils ont participé à la note de cadrage, voilà, c'est un moyen. Si vous avez des projets qui touchent véritablement, qui sont centrés sur ce sujet, voilà, il y a des possibilités au-delà du FACT. Et que nous l'objectif, on se dit que globalement, il y a 6 mois pour passer d'une idée à un projet concret.
Un peu moins de 6 mois maintenant. Hein. Mai-septembre, ça fait 4 mois. Ouais, peut-être juste, il y avait une question un peu dans ce sens-là. Là, je regarde sur le chat. Par rapport aux attentes liées à l'incubateur. Il ne s'agit pas, évidemment, hein, vous êtes d'accord les collègues, de venir avec un projet qui est nécessairement déjà ficelé et complet. On est bien dans un processus d'appui, de maturation, où les gens peuvent venir avec une intention, avec une première ingénierie, avec des choses à mettre en débat et en discussion dans cet espace. Hein. Oui, tout à fait. C'est bien l'objectif de l'incubateur, hein, c'est d'aider à formaliser. Donc, on sait très bien, on a déjà eu une expérience d'incubateur dans un appel à projet, celui que tu as indiqué sur l'attractivité il y a 2 ans, Patrick. Et donc, du coup, voilà, les porteurs de projets vont avoir des projets à un stade très différent. Mais l'objectif, c'est en fonction de là où ils en sont, il faut quand même une intention de projet, hein, pour voilà, avoir des matériaux sur lesquels on puisse travailler ensemble, c'est de pouvoir faire un pas supplémentaire et les aider jusqu'à l'étape de la formalisation de la demande et le dépôt du dossier. N'hésitez pas avant. Hein, bon, il y a certains partenaires et autres qui nous ont sollicités. On a déjà eu quelques échanges par mail ou au téléphone. Si vous avez des questions et autres, voilà, l'idée c'est avant. Il y a des choses qui peuvent être faites pour que vous jugiez de l'opportunité de continuer à avancer, d'être. Dans le dernier incubateur, j'ai en tête des porteurs de projets qui arrivaient avec une idée qui disaient ben non, on ne sera jamais prêt. On n'a pas les conditions, ce n'est pas la peine qu'on investisse. Hein, le passage de transformation, ça peut être ça aussi. Hein. Il vaut mieux des fois attendre que de surinvestir pour un projet où les critères seront difficilement réunis. Alors, on est un peu en retard. Bon, on avait commencé avec 4 minutes de retard, mais… Peut-être mettre la dernière planche parce qu'il y a une question de Marie qui nous demande où on vous écrit. Et alors de se dire, bon, on vous a mis quelques références bibliographiques, mais on vous a mis aussi nos mails. Nous sommes 3 personnes, donc Philippe, Emmanuel Albert, qui est en charge de l'animation des travaux du PRST sur l'axe prévention de la désinsertion professionnelle, et moi-même. Donc voilà, vous avez nos coordonnées, et puis sans oublier également le lien du site, alors qu'on peut peut-être remettre dans le chat. Nos coordonnées sont sur l'appel à projet du FACT. Voilà. L'appel à projet du FACT est sur si vous n'arrivez pas à vous connecter à nous, c'est que vraiment, vraiment, vous le faites exprès. Hein. Vraiment. Hein. Il y a nos coordonnées et puis vous pouvez passer par la rubrique contact du site de l'ARACT Occitanie aussi. Donc non, c'est ça, il n'y a pas de… Voilà, donc vous avez une page dédiée à l'appel à projet sur le site de l'ARACT Occitanie qui est indiquée en effet dans les ressources. Et on va vous envoyer juste après ce webinaire le diaporama qui a été présenté. Ah oui, si vous avez bien rempli votre adresse mail dans votre inscription. Il y a encore une condition, ça, pour recevoir le doc. Après, je ne sais pas, on avait dit 17 heures, on a la place pour 2-3 questions. Éventuellement vous allez écouter orales nos aussi, voix hein. orales, en vrai. Oui. Si tu veux peut-être départager ton écran, qu'on puisse… Est-ce qu'il y a des interventions, des questions, des prises de parole? Oui, j'avais une question. Je n'ai pas mis la caméra parce que j'avais peur que ça ne marche pas très bien. J'ai eu juste le temps de me connecter en cours de route, mais c'était parfait. J'ai pu tout bien suivre. Je voudrais savoir au niveau de la pénibilité au travail, est-ce qu'il y a des avancées? Est-ce qu'il y a au niveau du compte, par exemple, donc, personnel de prévention? Il y a des choses qui ont avancé pour alimenter ce compte parce qu'on le sait. Enfin, moi, je fais partie du secteur médico-social et c'est un secteur qui est de plus en plus touché, tout autant que le secteur de la santé, parce que vous avez nommé principalement le secteur de la santé. Or, on se trouve actuellement dans une situation où le secteur médico-social est impacté, où on a de plus en plus de difficultés à recruter. Des jeunes, il y a beaucoup de turnover, des jeunes qui ne restent pas.
Donc, et des anciens qui ont beaucoup de difficultés à rester dans l'emploi, qui partent en inaptitude, et tant bien que mal restent jusqu'au bout, mais dans quel état? Voilà, donc c'était ma question. Alors, sur la question de la pénibilité, et particulièrement dans votre secteur, alors c'est vrai que ça, dans les travaux du plan régional santé-travail sur la prévention de la désinsertion professionnelle, vous faites partie, on va dire, des secteurs qui sont ciblés et sur lesquels voilà, il serait intéressant, en effet, d'avoir des projets spécifiques. L'idée étant de pouvoir éclairer les questions de pénibilité, d'usure professionnelle, selon les populations au travail, les métiers, les activités, enfin, d'avoir voilà, des projets qui permettent de mieux comprendre et de mieux accompagner, on va dire, ces sujets-là à des fins aussi de fidélisation, d'engagement dans leur métier. Donc, enfin, voilà, on est tout à fait dans le cœur de l'appel à projet et des ciblages qui ont été faits dans le cadre du plan régional santé-travail. Alors, en sachant peut-être une précision, c'est que les projets soutenus par le FACT n'ont pas pour vocation de répondre uniquement à une obligation réglementaire. Donc l'idée, c'est ce qu'évoquait tout à l'heure Patrick Ongeard, c'est on est sur des projets qui vont au-delà, qui vont permettre de l'expérimentation, qui vont permettre aussi de l'innovation. Et donc du coup, la question qui peut se poser soit à une échelle individuelle d'une structure ou plutôt collective avec un porteur de projet, c'est aussi de se poser la question de la pénibilité dans l'organisation, dans les organisations qui peuvent être accompagnées. Et de pouvoir proposer des outils adaptés. Oui, j'ai bien compris, oui, ça a été bien précisé. Oui, je me disais qu'il y a des outils tels que les entretiens professionnels pour être mieux travaillés, par exemple. C'est vrai que ce qui peut être intéressant, et c'est vrai que ça a été évoqué dans les travaux du PRST, c'est aller voir tant du côté des contraintes du travail, dans toutes les dimensions de ces contraintes, mais aussi aller voir aussi du côté des parcours professionnels. Et là, typiquement, des projets qui permettraient d'aller sur ces deux leviers-là seraient voilà, tout à fait intéressants à soutenir, quoi. Et vous trouverez sur le site de l'ANACT des éléments sur l'actualité, sur les questions de pénibilité, le cadre qui peut être mis en œuvre, etc. Il y a pas mal de choses. Je ne sais pas, on se donne une dernière prise de parole ou Laetitia, je vois Laetitia qui a levé la main. Ouais. Non, juste pour peut-être en réaction à l'intervention, le RIOPS, nous on est sur le secteur sanitaire, social et médico-social. Donc c'est Madame Wolf, c'est ça qui intervenait. Oui. Voilà, on a déjà piloté des projets dans le cadre du FACT qui s'adressent pour le coup à toutes les structures du secteur sanitaire, social, médico-social, privé non lucratif et du coup qui ne sont pas forcément adhérentes à l'URIOPS. D'ailleurs, on élargit quand on travaille avec l'ANACT et avec l'ARACT. Et c'est vrai que alors la question de la pénibilité, quand elle est approchée par l'URIOPS Occitanie et peut-être plus particulièrement par moi, elle s'affranchit un peu des questions de réglementation pour aller voir aussi ce qui se passe du côté du soutien aux managers en fait de l'organisation de travail et des conditions de travail qui peuvent intégrer tout le volet RH auquel font partie les entretiens, les outils, et puis par respect et puis par je veux dire, fidélité aux méthodes de l'ANACT, essayer aussi d'accompagner les managers du travail dans leur sens très large sur les questions d'observation, de conditions de réalisation concrète du travail, parce que c'est souvent ce qui, en tout cas, tel que moi je le vois, c'est souvent un point faible dans le secteur et qui permet du coup d'approcher les questions de pénibilité et d'usure. Bon, même si le sujet ne se restreint pas à ça. Voilà, c'était juste pour dire oui, le secteur médico-social, à mon sens, est bien concerné. Il apparaissait en filigrane dans les secteurs qui étaient concernés. Ok. Merci. Ce que je vous propose, parce que ça fait... Je ne vois pas d'autres points. Ce que je vous propose, c'est peut-être d'en rester là, Catherine, oui, Patrick, un dernier mot ou Stéphane. C'est parfait. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. Un grand merci. Merci de votre participation. Et on est, voilà, si vous avez, après cette heure passée ensemble, des idées, envies, souhaits de projets, on est à votre disposition.
Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.